On va parler, tenez, de la guerre en Ukraine évidemment, mais avec ce pas de côté et la Corée du Nord. C'est la BBC britannique qui nous apprend quoi ? Eh bien, qui nous apprend que les Nord-Coréens sont venus nombreux en Russie, mais sont pratiquement dans un état d'esclavage. Ils sont envoyés pour travailler là-bas, des milliers de Nord-Coréens qui travaillent dans des conditions proches de l'esclavage en Russie pour combler une énorme pénurie de main-d'œuvre exacerbée par l'invasion continue de l'Ukraine par la Russie. Vous avez des infos là-dessus, Violetta Moscalou, des Nord-Coréens supplétifs des Russes pour travailler sur les chantiers, pour faire le job, mais exploités d'une façon épouvantable? C'est sûr que c'est compliqué de d'observer que les Nord-Coréens sont Oui, parce qu'on a très peu d'infos là-dessus. pas seulement sur le front en Ukraine, mais aussi en base arrière en fait, donc en Russie, exploités. Après, on sait aussi qu'il y a d'autres pays qui se font exploiter. On avait des informations aussi en Afrique que les femmes étaient en train de fabriquer des choses aussi pour le front. Pour les faire travailler dans les usines. Usine d'armement, je crois. Effectivement, donc ça montre que la Russie a des problèmes de faire mobiliser sa propre main-d'œuvre, où elle est insuffisante, et du coup, ils sont obligés de faire appel à des représentants des pays en développement ou des pays des régimes autoritaires qui sont en soutien. Les conséquences mondiales de cette guerre en Russie. En Afrique, des femmes qui, dans les usines d'armement. Oui, elles sont recrutées financièrement en disant on leur fait miroiter des contrats, et quand elles arrivent, mais sur des domaines qui n'ont rien à voir avec le fait de servir de petites mains dans les usines d'armement. Ouais. Et apparemment, on leur dit vous allez coudre des pantalons, et elles se retrouvent à faire des obus. Absolument. Ouais, ouais. Et il faut dire que la situation en Russie par rapport à l'évolution démographique est catastrophique. En plus, il y a eu beaucoup plus de désertion qu'on ne l'a dit, ce qui fait que désertion, pas au sens tel qu'on pourrait l'imaginer, de type qui était déjà dans l'armée, mais de type qui aurait dû être recruté et qui sont partis avant. Donc il y a toute une jeunesse qui a fui la Russie et ils se retrouvent face à une pénurie. Vu ce que annonçait d'ailleurs la BBC, je crois, les Américains ont fait un gros calcul sur les pertes depuis 3 ans, russes qui sont énormes. On évalue à presque 1 million en comptant les blessés. Vous vous rendez compte ? C'est monstrueux. Pour les chiffres, en fait, la Corée du Nord, ils ont annoncé la première fois en avril 2000... ils ont reconnu publiquement en avril 2025, parce qu'ils étaient déjà sur le terrain avant, la présence des soldats nord-coréens dans le conflit en Ukraine. Et selon les déclarations officielles, environ 12 000 soldats avaient été envoyés en automne 2024, auxquels se rajoutent 3 000 soldats de renfort au début 2025. Voilà, à peu près 15 000. Mais on va reparler des soldats, mais là, j'aimerais... On parlerait de la main-d'œuvre plutôt. Des ouvriers et de la main-d'œuvre. Regardez ce que nous dit, par exemple, un ouvrier nord-coréen qui a réussi, je ne sais pas comment, à parler à la BBC. Il dit certains quittaient leur poste pour dormir pendant la journée ou s'endormaient debout, mais les superviseurs les trouvaient et les battaient. C'était vraiment comme si nous étions en train de mourir. Voilà ce que dit ce travailleur. Ils vivent dans des algécos sordides, des cabanes de chantier où ils sont obligés l'hiver de mettre des couvertures parce que l'air passe dans les portes, dans des containers sales, surpeuplés, infectés d'insectes, qui a même le sol d'immeubles inachevé avec des bâches sur les encadrements des portes pour se protéger du froid. Voilà, ça c'est peut-être aussi la réalité en Russie aujourd'hui. Il y a eu hier un coup de téléphone d'ailleurs entre Poutine et Kim Jong-un. Et regardez le reportage qu'en a fait, alors c'est toujours grandiloquent, la télévision nord-coréenne.
Le camarade Kim Jong-un et le camarade Vladimir Poutine, tous deux très respectés, ont échangé des salutations chaleureuses et ont conversé dans une atmosphère cordiale et amicale. Kim Jong-un a exprimé sa sincère gratitude à son très estimé camarade Vladimir Poutine pour avoir chaleureusement félicité tout le peuple nord-coréen à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de la Corée. Les chefs d'État des deux pays ont hautement apprécié le développement des relations de coopération dans tous les domaines, conformément au traité de partenariat stratégique global entre la République populaire démocratique de Corée et la Fédération de Russie, confirmant leur volonté de renforcer leur coopération à l'avenir. Le président russe a une nouvelle fois salué le soutien apporté par la RPDC et le courage, l'héroïsme et l'esprit de sacrifice dont ont fait preuve les militaires de l'armée populaire coréenne lors de la libération des Koursk, une partie du territoire russe, exprimant ses sincères remerciements à Poutine pour sa haute estime envers la RPDC et ses soldats. Voilà, on est dans la pure langue de bois merveilleuse, on se croirait sous Staline ou à peu près. Aux annonces qu'ils ont fait en juin 2025, la Corée du Nord enverrait 1000 travailleurs militaires pour le déminage et 5000 ouvriers pour la reconstruction dans la région de Koursk. En fait. Ouais, mais de plus en plus, la Russie a besoin des Nord-Coréens, que ce soit la main-d'œuvre, les soldats ou les munitions. Ça rentre dans la logique en fait, de cette alliance militaire renforcée qu'ils ont avec la Russie. La Corée du Nord considère qu'il faut une contribution héroïque et représente effectivement pour Moscou un moyen de contribuer, de compenser plutôt les pertes qu'ils ont, tout en évitant une mobilisation interne qui peut être décourageante en fait et impopulaire. Mais sauf qu'on les a vus, ces soldats nord-coréens, ils sont absolument pas adaptés au terrain, ils se demandent ce qu'ils font là. Les Ukrainiens même disent mais on les tire comme des lapins, c'est affreux à dire, mais c'était la réalité de ça. Et puis maintenant on n'en entend plus parler, on ne sait plus où ils sont. Ils sont à Koursk. Ouais. D'abord, a priori, leur emploi n'est pas prévu hors du territoire russe. Et ce qui vient d'être dit comme élément d'information sur la présence coréenne, que ce soit sous le format militaire ou le format civil, c'est dans le territoire russe. Et c'est pour ça que peut-être qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Maintenant, il faut quand même peut-être relever ça d'un autre niveau. Ce sont effectivement, d'ailleurs, l'échange qui a eu lieu là, c'est un accord d'État à État. Il faut savoir comment est financée finalement cette aide coréenne, parce qu'on parle d'aide entre peuples frères, mais non. Il y a sans doute des arrangements, que ce soit en livraison d'armes, que ce soit en paiement d'une autre manière. Donc la question pourrait aussi se poser. En aide, sur le spatial, sur tout à fait, l'aide technologique, renseignement et autres. Et puis peut-être aussi d'ailleurs, on peut se poser la question, comment sont payés ces ouvriers coréens? Est-ce que c'est l'État coréen qui récupère une partie du salaire? Et on revient à la notion d'esclave, le mot qui a été utilisé tout à l'heure. Parce que esclave, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de salaire, théoriquement. Hein. Donc voilà. C'est des conditions de travail épouvantables. Mais ça prouve bien qu'il y a un problème démographique qu'on a souvent évoqué sur ce plateau en Russie, alors y compris pour les pertes. Effectivement, parce qu'il y a eu une évaporation au début de la guerre en 2022, on a eu ces files de voitures, effectivement, mais qu'on a retrouvé aussi chez les Ukrainiens, parce qu'il y a quand même 650 000 Ukrainiens dehors. Hein. Donc il y a un problème démographique, et puis il faut faire travailler les usines. Et puis on l'a évoqué à plusieurs reprises, d'ailleurs ce matin, sur les conditions économiques, il y a un manque de main-d'œuvre civile pour faire travailler les usines. Donc là, il y a un vrai souci, et donc la Russie fait ce qu'elle peut, entre guillemets, pour voir là où elle peut avoir des petites mains, à condition qu'elles soient qualifiées. Ça aussi, voilà. Donc, et puis il y a une certaine forme de collusion entre les États autoritaires dont on parlait un petit peu tout à l'heure. Les États autoritaires cèdent céder pour effectivement la guerre. Et Kim Jong-un n'en a que faire des conditions de travail de ses concitoyens, hein, on l'imagine bien. Ah oui, mais c'est le problème de ces pays dits de démocratique autoritaire, donc avec démocratique, oui. Oui, non, mais c'est une dynastie communiste. Voilà, dynastie communiste avec dérision. Ils se prétendent toujours démocratiques, hein, puisqu'il y a toujours dans ces termes. Dans la définition, il y a toujours démocratie. Hein. Regardez, dans les pays les plus totalitaires, c'est là où on voit le plus gros mot, le mot démocratie affiché le plus. Non, je pense qu'effectivement, pour Kim Jong-un, c'était l'occasion d'exister, de montrer sa force, surtout que vous l'évoquiez, le problème des vecteurs pour faire son arsenal, apparemment, il vient de la Russie. Hein. Et ils reçoivent de plus en plus d'aide des ingénieurs russes. Hein. Ouais. Le fait qu'ils aient progressé rapidement, en particulier sur leur fusée, vient sans aucun doute de la Russie.
Et cette traite humaine, parce que de facto, il s'agit de la traite humaine, donc on utilise ces gens comme s'ils avaient absolument aucun droit, vient se rajouter à la longue liste des crimes de guerre et du crime contre l'humanité pour lesquels la Russie un jour devra répondre, en fait, parce que c'est de l'exploitation. Dans un tout autre domaine, je ne sais pas si vous avez lu cet article du Monde du week-end dernier qui disait, par exemple, que les prisonniers ukrainiens qui reviennent de Russie sont systématiquement torturés. J'ai vu les photos. Et d'une façon épouvantable. On est écœurés, effectivement. 90% des prisonniers ukrainiens qui reviennent ont été torturés. Et certains meurent dans les jours qui suivent leur libération. Il y a des organisations, même des femmes, qui se sont créées pour soutenir les femmes qui ont été aussi prisonnières, qui ont été torturées sexuellement, violées, et tout ça. En fait, c'est des atrocités. Et c'est pour ça que quand on parle là maintenant de ce sommet en Alaska, voir Poutine sur le tapis rouge. La première des choses, ça aurait dû être un retour inconditionnel de quelques dizaines d'enfants qui ont été enlevés en fait par les Russes, un échange complet de tous les prisonniers, et ensuite commencer à parler de cessez-le-feu ou autre chose en fait. Mais il faudrait d'abord poser la question d'un retour inconditionnel de tous les prisonniers et tous les enfants qui ont été kidnappés de facto. Mais le fait même de recevoir par Trump, Poutine, ça va choquer un certain nombre d'Ukrainiens, non ? Ah oui, c'est sûr que la photo, ça va être la photo de la honte, en fait. Il va donner la main à un criminel de guerre qui a du sang sur ses deux mains, en fait. Je ne sais pas comment il va vivre après. C'est vraiment super qui vise systématiquement les objectifs civils et qui torturent les prisonniers ukrainiens. La différence entre, encore une fois, dans la façon dont la guerre, c'est la guerre, ok, ça on n'est pas naïf, mais quand l'Ukraine a la possibilité de faire des frappes en Russie, en territoire russe, ils ne visent pas les hôpitaux ou les écoles maternelles et tout ça, ils ne visent pas les objets civils en fait. Et donc par contre les Russes, ils ne font que ça en fait. Donc, c'est vraiment, on a de la barbarie et quand on se rappelle de ces tortures, de Boutcha encore, c'est encore frais. Donc c'est pour ça que la question de dire cesser le feu et changer les territoires, pour moi c'est vraiment une toute petite partie, parce qu'après, qui va payer la reconstruction? Quelle justice il y aura pour toute cette invasion en fait, et comment faire en sorte qu'il n'ait pas envie de continuer en fait, et qu'on soit sur une paix juste et raisonnable, acceptable et durable.